Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Éric Delannoy, Wilfried Galland et Emmanuel Le Chypre. On va parler du climat et du coup du renoncement. L'élan des industriels est clairement en train de se couper un petit peu sur les efforts de décarbonation à cause de la croissance, des incertitudes sur les subventions, de la menace géopolitique. À cause d'Emmanuel Le Chypre aussi. Oui, il y a plein de raisons, notamment à cause d'Emmanuel Le Chypre qui dit qu'on va trop vite. En tout cas, l'Union européenne sonne le glas et nous impose quand même, nous explique qu'il faut qu'on se dépêche parce que Raphaël Couder, arrêtez de dire ça. Raphaël Couder, si on ne fait rien, ça va nous coûter cher. On a même des chiffres. Oui, effectivement, les périodes de chaleur extrême, les sécheresses, les incendies, les inondations, tout cela va s'amplifier dans les prochaines années et ça va affecter tout un tas de domaines dans nos sociétés, de la santé à l'alimentation en passant par les infrastructures et évidemment l'économie également. Par exemple, ces phénomènes extrêmes vont participer à l'augmentation des primes assurances, accroître la dépense publique. Les méga sécheresses vont par ailleurs entraîner davantage d'insécurité alimentaire. Les inondations vont, elles, avoir des effets dévastateurs sur les infrastructures dans l'eau, l'énergie, les transports également. En tout, cette agence de l'Union européenne a identifié 36 risques climatiques majeurs et si rien n'est fait pour y faire face, cela pourrait coûter très cher. Les dommages liés seulement aux inondations pourraient par exemple dépasser les 1000 milliards d'euros par an d'ici la fin du siècle selon l'Union européenne. Merci Raphaël. Mais alors le problème c'est que 1000 milliards de dollars par an en 2100, nous serons tous morts, donc tout le monde s'en fiche. Éric. Oui, enfin encore une fois, on se pose la question, on est en train de voir les effets de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. On va encore se dire que finalement c'est étonnant quand même ça fait qu'on en est arrivé là, alors que c'était évident qu'on en arriverait là. Je vous rappelle que la première alarme c'était 1970, le rapport Meadows, donc il y a quand même de l'eau qui est passée sous les ponts. Donc le sujet c'est qu'aujourd'hui il faut changer de logiciel. Regardons l'assurance, juste le terme de l'assurance. L'assurance, le parent pauvre de l'assurance il y a 10 ans c'était la prévention. La prévention, à partir du moment où les risques commencent à augmenter, d'abord se pose la question de l'assurabilité des biens et on estime que dans les 10 prochaines années on va avoir une augmentation de 90% des sinistres. Du coup, les assureurs se mettent à faire de la prévention. Pourquoi la prévention, on ne la faisait pas et que maintenant on l'a fait? Parce que dans une prévention, il n'y a pas de ROI. Et que quand un industriel n'a pas de ROI, il n'investit pas. C'est simplement quand il est au pied du mur qu'on se rend compte qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Et ça, c'est vrai dans la plupart des industries. À partir du moment où on se focalise sur des axes de rentabilité, c'est-à-dire toujours gagner plus, ce que certaines entreprises ont voulu faire en 2020 d'ailleurs. Les assureurs, ils ne font pas que de la prévention, Eric. Il y a aussi des endroits entiers qui n'assurent plus parce que comme ça, c'est plus simple. Ils se mettent à faire beaucoup plus de prévention. Ils se mettent à faire beaucoup plus de prévention alors qu'ils perdent de l'argent sur la prévention. C'est ça qui est nouveau dans l'assurance. Et donc, simplement, il va falloir qu'ils acceptent de gagner moins pour gagner plus longtemps. Si on veut toujours gagner plus, on ira dans le mur. Et c'est bien le problème, c'est se focaliser sur la rentabilité plutôt que se focaliser sur la pérennité. Et la pérennité suppose la rentabilité, mais la rentabilité mise au bon niveau. Il y a un truc quand même qui est très frappant, c'est qu'on parle, quand on voit ce rapport de l'Agence de l'environnement européenne, plus de comment on s'adapte à ce réchauffement climatique que comment on essaye de l'éviter. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, on s'adapte. Je pense que c'est d'une certaine façon la bonne nouvelle. C'est-à-dire que on a arrêté de penser en Europe qu'on pouvait à nous tout seuls changer quelque chose de significatif au réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, évidemment, mais ça veut dire que la priorité, c'est effectivement de travailler pour s'adapter, pour effectivement faire de la prévention, pour dire quelles vont être les populations qui vont être touchées, et puis revenir peut-être au sens premier de l'écologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille pour que l'environnement de l'homme soit adapté à l'homme et non pas comment est-ce qu'on enlève le virus humain de la planète Terre. Donc ça c'est quand même plutôt, je trouve que d'une certaine façon travailler de ce point de vue-là sur le fait que maintenant il faut effectivement identifier non seulement les risques économiques mais aussi les risques humains, les risques sociaux et identifier où sont véritablement les sujets. Mais l'idée c'est qu'on fait avec quand même. Je ne sais pas comment vous arrivez à avoir du positif, mais pourquoi pas mais en fait, le positif, c'est qu'il faut faire en sorte que face aux 20 prochaines années, même si on renvoyait le monde au XVIIIe siècle maintenant, dans les 20 prochaines années, on aurait ce réchauffement par juste effet d'élan, effet d'inertie. Donc maintenant, effectivement, il faut travailler sur comment est-ce qu'on vit pendant les 20 prochaines années. C'est assez important. Emmanuel. Oui, je vois pas très bien où est l'aspect novateur que décrit
que décrivent nos amis sur ce rapport. C'est le énième rapport qui nous dit oh là là, si on fait rien, ce sera terrible dans 50 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avoir des rapports? Voire 100 ans, je sais pas. Et Eric parlait de changer de méthode. Effectivement, on voit bien que faire des rapports plus catastrophistes les uns que les autres, fondamentalement, ça n'influence pas terriblement les comportements. C'est-à-dire que ça oblige certaines entreprises à se dire bon, de toute façon, ça va arriver. Donc comment je fais en sorte que mon appareil de production survive et les intempéries notamment. Voilà. Sur le côté guideline, je suis d'accord. Après, ce rapport, moi j'ai pas l'impression. Pour avoir fait la liste, en gros, de tous les rapports, pour avoir regardé beaucoup de rapports sur finalement qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça coûte si on fait et combien ça coûte si on fait pas. Le message qui effectivement est toujours important à rappeler, c'est que si vous prenez le scénario le plus pessimiste de on essaye de faire quelque chose et que vous le comparez avec le scénario le plus optimiste de on ne fait rien, le scénario du pire dont fait quelque chose est quand même aboutit toujours à quelque chose de mieux que le meilleur scénario dont fait rien. Pas tout compris, en gros, il vaut mieux faire quelque chose que rien. Il vaut mieux faire quelque chose que rien, parce que même si ça se passe bien, dans le meilleur cas où on fait rien, ça se passera toujours plus mal que dans le pire des cas. On a compris, je pense qu'on a compris. Bon voilà, à partir de là, après ce rapport, là où ce rapport est hallucinant, c'est quand il nous explique que c'est finalement l'Europe qui est aujourd'hui la plus menacée. Qui se réchauffe le plus vite, c'est ce que dit. Climatique. Alors c'est d'un nombrilisme, on se croirait au milieu des bobos du marais, vous voyez. C'est-à-dire en gros cette espèce de petit univers où on se dit oh là là, mon petit confort d'européen, ma petite vie d'européen. En même temps, c'est vrai pour des raisons géographiques. Pour des raisons géographiques, allez voir ce que produit le réchauffement climatique dans d'autres zones du monde. Non, mais je dis ça parce que c'est un des arguments, du rapport. Et après, sur le secteur de l'assurance, oui, effectivement, c'est quand même un secteur qui va être soumis à une révolution de ses process, de ses méthodes, parce qu'effectivement, le principe aujourd'hui de la solidarité, vu qu'on connaît tous les risques de chacun, c'est compliqué, et vu qu'aujourd'hui, arrêtez-vous. Vu le risque aujourd'hui, l'aléa. Il y a des solutions, Emmanuel. Le risque et l'aléa, c'est qu'il se passe rien, c'est plus qu'il se passe quelque chose. Heureusement, il y a Eric pour donner de l'espoir. Mais les solutions, je vous rappelle qu'il y a un mouvement en France qui est en train de prendre de l'ampleur qui s'appelle Impact France, qui regroupe des entreprises qui changent de logiciel, qui ont décidé de faire en sorte que la prise en compte de l'environnement, des enjeux sociaux soit au cœur de leur activité. Et c'est pas ça qui font que ces entreprises-là sont moins rentables. Peut-être qu'elles sont moins rentables à court terme, mais pas sur moyen terme. Le deuxième sujet qui fait faire des cris d'orfraie aux grands libéraux, c'est la réglementation. Faut alourdir le fardeau normatif, pour reprendre une expression de la CPME. Vous n'êtes pas trop dans la mode, on parle plutôt de simplification normative. Vous allez alourdir le la fardeau. CSRD, cette nouvelle directive européenne qui va travailler sur la durabilité des entreprises, c'est la meilleure nouvelle qui nous arrive depuis des années. Parce que enfin, les entreprises vont devoir se mettre au diapason de ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir être durable demain. Et il y aura le temps de s'y adapter. Et le fardeau, c'est parce qu'on n'a pas voulu s'y adapter qu'on a voulu en profiter jusqu'au bout. Eh ben non, l'heure, c'est pas d'en profiter. L'heure, c'est de faire en sorte de s'adapter pour que chacun puisse vivre correctement dans les 30 prochaines années. J'ai pas l'impression que Wilfried soit tout à fait de votre avis. Non, moi je suis toujours extrêmement triste de voir que la solution c'est toujours plus de normes, toujours plus de réglementation. Moi aussi, je suis triste, bien sûr. En fait, ça se voit pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce que j'entends. Moi, j'ai beaucoup de peine quand j'entends qu'effectivement, il va falloir encore alourdir le fardeau normatif. Il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout laisser les entrepreneurs travailler à trouver des solutions qui vont nous permettre effectivement de changer de logiciel, mais de façon véritablement quasiment littérale, c'est-à-dire naturelle. Mais de façon naturelle. Avec le fil de l'eau du capitalisme qui fait que c'est vers la croissance verte qu'on va aller gagner de l'argent. Ils le font pas naturellement. Ils le font pas naturellement. Encore une fois, quand on a la rentabilité comme objectif, ça se traduit par une appropriation des ressources, ça se traduit par une augmentation des inégalités. Ça ne se fait pas naturellement. Ce qui est naturel, c'est d'augmenter la valeur pour les actionnaires. Ça, c'est naturel. Et on regarde les taux des années sur les années précédentes. Il y a une manière aussi naturelle, c'est d'internaliser ces externalités avec la taxe carbone, par exemple. On pourrait généraliser. Là, du coup, on prendra en compte. Mais d'ailleurs, le rapport Perrier de la place de Paris il y a 2 ans avait, pour la première fois, la place de Paris, on peut pas dire que c'est des grands écolos quand même. La place de Paris, le rapport Perrier disait bien que la prise en compte de la taxe carbone ferait que les ROI des entreprises devraient diminuer. Bien sûr. Évidemment, accepter de gagner moins pour gagner plus longtemps. C'est ça qu'il faut avoir comme logiciel. Mais on n'accepte pas de gagner moins. C'est ça le vrai problème. Ce qu'on voit, c'est que le prix de la tonne de carbone, Attends, on parle en même temps là. ce qu'on voit, c'est que le prix de la tonne de carbone en Europe est en
en train de s'effondrer. Pourquoi ? Et il s'effondre pourquoi ? Parce que les travaux ont déjà été faits sur l'optimisation dans un certain nombre d'entreprises qui n'ont plus besoin d'acheter de quotas carbone. Et donc en fait, ça veut dire que mais je parle pas des quotas, c'est peut-être une taxe carbone aux frontières. Oui, mais en fait, le fait que le prix du carbone baisse, ça veut dire que l'élan économique est positif. Ça veut dire qu'on utilise de moins en moins de carbone. Donc arrêtons de penser que juste par la réglementation, ça va être la solution à tous nos problèmes. 2023 a été encore une fois l'année record de l'émission de carbone dans le monde. Alors il ne marche pas le marché carbone. En Europe, le marché carbone. En Europe, ça marche. Je ne suis pas un spécialiste du marché carbone. Moi, je pense que le marché carbone, c'est pas la solution. Je pense que la solution, c'est le changement des comportements. Enfin voilà, c'est ça. Oui, la solution d'Éric, c'est plus de l'incantation. Non, si c'est l'incantation, dans ce cas-là, il faut de la réglementation pour que l'incantation devienne réalité. Mais la réglementation, elle n'existe. Et il n'y a que l'Europe qui sait faire ça correctement. Et le résultat, c'est qu'il n'y aura plus d'entreprises européennes. C'est pas vrai. Bien sûr que les États-Unis savent très bien réglementer quand ils veulent. Je vous rappelle que Benefit Corporation, ça vient des États-Unis, ça ne vient pas de l'Europe. En tout cas, je vous invite, celui-là, vous l'avez déjà vu, vous êtes fan de série, Extrapolation. J'ai pas vu que ça. Pour vous remonter le moral. Alors là, c'est comment, effectivement, le monde s'adapte à un réchauffement inéluctable et c'est pas très joyeux. Mais non, c'est pas très joyeux. Ouais. Alors j'ai un autre sujet pas très très joyeux non plus, la guerre en Ukraine avec les élections américaines derrière. Est-ce que si Donald Trump passe au pouvoir, c'est un risque très fort pour l'Ukraine? On était il y a quelques instants avec Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France à Washington. Écoutez-le. Le risque actuel, c'est un désengagement américain par rapport au soutien à l'Ukraine, puisqu'il y a toujours et ça nous concerne directement, puisqu'il y a toujours ce paquet de 60 milliards de dollars de soutien à l'Ukraine qui est bloqué au Congrès. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais à plus long terme, après l'élection, et notamment si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, effectivement, il a déjà fait des déclarations dans le sens de ce que vous indiquez et de ce qu'il avait déjà fait ou dit quand il était président. Vous vous souvenez qu'il avait été très véhément par rapport aux pays qui ne dépensent pas assez pour leur défense et qui se reposent sur les Américains. Donc la planète brûle et Donald Trump potentiellement peut être élu. Ça, non, mais ce qui est terrible, c'est que maintenant il y a un précédent. C'est-à-dire que quand il avait été élu il y a quelques années, c'était quelqu'un qui avait des incantations, qui n'était pas préparé, qui n'avait pas d'administration, qui n'avait pas de bilan. Là aujourd'hui, mais il a fait ce qu'il a dit. Oui, mais il a le bilan de l'impunité. C'est ça le problème, c'est que il a le bilan. On peut aller au Capitole, c'est pas grave, il va gracier ceux qui ont été condamnés. Ouais. On peut récuser les accords de Paris, c'est pas grave, ça a permis de me réélire. Il peut durcir son discours parce que son administration est prête. Paraît-il que ses décrets sont déjà prêts et que c'est ça qui est bien plus dangereux. Il a les moyens maintenant de faire ce qu'il va dire et ce qu'il a dit. Et ça, c'est terrible. Wilfried, on est face à un très gros risque avec Trump. En fait, Trump, c'est une des traditions de la diplomatie américaine. Hein. C'est la tradition Andrew Jackson. Jackson, c'était le président des États-Unis qui a été mis comme portrait à la Maison Blanche par Donald Trump. C'est le premier America First de l'histoire. Ouais. Hein. C'est celui qui en fait a dit moi, je défends l'intérêt des Américains, y compris avec mes armes, sans aucun respect pour la Constitution. C'est pas mon problème. Donc c'est totalement différent des traditions de Wilson, Hamilton, Jefferson. Ça a absolument rien à voir. Ce sont les quatre grandes tendances de la diplomatie américaine. Lui, il est vraiment Andrew Jackson. Donc Andrew Jackson, c'est une des traditions américaines, une des traditions républicaines américaines. C'est pas l'isolationnisme, c'est effectivement, je défends mes intérêts, quitte à ce que mes alliés emportent le fardeau, et quitte à ce que pour l'avenir, ce soit pas nécessairement très bien, mais pour mon intérêt à moi et pour les intérêts des Américains qui m'ont élu, c'est exactement ce que je vais faire. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec Éric sur ce sujet-là. Là, il est effectivement totalement préparé à mettre en place cet agenda-là, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les alliés, tout le système international, il en a strictement rien à faire. C'est pas du tout son problème. Son problème, il est très transactionnel. Je gagne pour les Américains et surtout pour moi, ou je perds. Si je gagne, je fais. Si je perds, je fais pas. Et bien le Chypre, qui n'a pas forcément un bilan toujours négatif de la première présidence de Trump, notamment en matière de relations avec la Chine, il avait initié quelque chose. Bon, là, sur le plan économique, il n'a pas non plus un bilan désastreux. Oui, alors sur le plan économique, effectivement, il y a eu des. Oui, il y a eu. Géopolitiquement, c'est difficile quand même. Fiscale extrêmement agressive. Ouais. Il a obtenu, oui, des résultats. Il a dégradé les finances publiques aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Enfin, il y a des différences évidemment fondamentales, philosophiques entre démocrates et républicains aux États-Unis. Dans la réalité, si vous regardez la continuité de la politique américaine, et pour le coup, y compris sur la géopolitique, puisque c'est notre sujet, le début du désengagement des Américains sur la scène internationale, c'est quand même avec Obama, effectivement. Et donc
donc, je pense qu'il faut s'habituer à ça et compter de moins en moins sur les États-Unis. Mais encore une fois, une des grandes naïvetés de l'Europe, et Dieu sait s'il y en a eu depuis qu'on a bâti la construction, depuis qu'on a lancé la construction européenne, ça a été ce désarmement militaire terrible. Et on a presque envie de dire que malheureusement, le but de créer l'Union européenne pour en finir avec la guerre en Europe a presque trop bien marché. C'est-à-dire qu'on s'est vu peut-être trop beau. Et donc, on est complètement désarmé et il va falloir aujourd'hui apprendre à moins compter sur les États-Unis. Et ça veut dire qu'il y a bien un moment où il va falloir être prêt à faire un effort massif de réarmement. Parmi toutes les priorités qui vont nécessiter énormément d'argent, il y a certes la transition écologique, mais il y a aussi ce réarmement massif. Peut-être qu'on peut faire du réarmement écologique. Mais on aura assez d'argent pour faire les deux. Peut-être qu'on peut faire des usines d'armement. Des bombes bio. Vertes. Des bombes bio. Non, mais on peut investir dans les deux secteurs. C'est RSE, l'armement. Mais alors, la défense de la souveraineté et de la démocratie, oui, c'est absolument RSE, absolument. Voilà. Donc, oui, mais aujourd'hui... Mais vous savez, il n'y a pas de secteur maudit. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut financer les armes. Non, avec de l'ESG. C'est en train de revenir. C'est en train de changer. C'est en train de revenir. Voilà. Mais comme quoi, pour l'instant, le fait d'avoir un secteur maudit. Wilfried, il ne peut pas investir dans les armes. Le problème, c'est l'ennemi du pragmatisme, c'est C'est le bazar l'idéologie. ce matin. Allez-y, Eric. L'ennemi du pragmatisme, c'est l'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologie à chaque fois qu'on diabolise un secteur, y compris Total Energy d'ailleurs. Donc on pourrait effectivement en parler. Mais sur l'Europe, la fameuse naïveté de l'Europe dont on parle souvent, ça a quand même conduit à avoir 80 ans sans guerre quand même. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir le premier espace mondial européen. Donc il faut plus d'Europe. Arrêtons d'avoir 17 programmes d'armement différents en Europe. Arrêtons d'avoir cette volonté de pouvoir regarder à sa porte plutôt que de regarder dans la maison commune. Arrêtons de réagir en syndic de copropriété. Il faut avoir une Europe beaucoup plus forte. Et ça, les Russes nous y ont aidés, finalement. Hein. Mais la campagne qui est en train de se jouer aujourd'hui sur l'européenne est absolument dramatique de ce point de vue-là. Ça dépendra aussi des Allemands, hein, qui n'ont pas forcément votre opinion. Mais l'avantage des Allemands, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre que plus personne en Europe, ils veulent pas les utiliser, mais ils finiront par les utiliser. Ils ont les sous, mais pas la volonté. Ils ont des sous. Merci à tous les trois, même si vous étiez dissipés.